Alors, vous avez vu dans le titre les mots mutation et transition. Ces deux mots qui s'opposent parce qu'on avait eu ce débat d'ailleurs grâce à Jean-Claude Boile une fois dans une université d'été. Là, tout le monde parle de transition, mais transition c'est un processus long forcément. Et alors qu'il y a urgence, alors nous on ajoute le mot mutation qui est en principe plus rapide, plus fondamental surtout. Et bien qu'on ait bien conscience qu'il faut un petit peu de temps pour un certain nombre de mises en œuvre, et à condition que les bonnes décisions soient prises dans un minimum de temps, et qu'elles soient suivies d'effets. Et on n'en prend pas le chemin, malheureusement. Alors, un petit coup d'œil au plan de l'exposé. Je rappelle que tout est interdépendant, comme l'a rappelé d'ailleurs Jean-Claude Boile dans son intervention hier. Mais on ne pourra pas aborder bien sûr tous les sujets, mais on essaiera de montrer certains liens quand même. Alors, j'ai exposé j'ai expliqué les trois phases de la réunion en modifiant, puisque je souhaitais qu'on puisse parler plusieurs fois, échanger avec la salle plusieurs fois, on ne fera qu'à la fin. Alors, je commence par quelques petits clins d'œil. Si nous fêtons aujourd'hui nos 40 ans, on n'est pas les plus anciens à parler d'environnement et nous n'avons pas inventé, nous, cette notion. Au siècle des Lumières, on se félicitait de ce que la nature pouvait apporter à l'humain. L'humain devait être maître de la nature. Mais déjà, au XIXe siècle, Alexander von Humboldt se penche sur quelques abus de l'exploitation humaine de la nature, et il tente par une approche scientifique et rigoureuse d'en montrer les mécanismes. Je rappelle aussi que Karl Marx considérait que le capital exploitait non seulement les humains mais aussi la nature. Il écrivait en 1844 « Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps est un progrès dans la ruine de ses ressources durables de fertilité. » Bon, je vais tout de suite à la fin de la citation. La production capitaliste ne développe donc la technique qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travail. Un tout petit peu d'humour. Au 19e siècle, l'image de gauche, c'est le savant Faraday qui se plaignait des odeurs nauséabondes de la Tamise. Et puis à droite, c'est des banlieusards parisiens qui sont très contents parce qu'on est en train de peindre la palissade de l'usine en vert. Vous voyez, le greenwashing, c'est pas d'aujourd'hui, ce dessin est paru en 1908. Alors, vous le savez, nous sommes des pacifistes et nous avons adhéré à ICANN France et nous nous intéressons du coup à l'ONU. L'ONU, tout à l'heure, Charles François nous en a parlé parce qu'effectivement, le GIEC est une création de l'ONU, mais à la demande du G7, c'est-à-dire que les capitalistes se sont rendus compte que leurs exactions devenaient par trop visibles et qu'il fallait trouver un moyen, en quelque sorte, d'améliorer leur image de marque. Le greenwashing, ça date surtout de là. Alors, bon, Charles François nous l'a rappelé tout à l'heure, le climat, il évolue sans l'être humain, mais il évolue aussi avec l'être humain. Donc je vais rapidement sur cette question-là, parce que plus personne quand même, tout en rappelant, Charles François a très bien fait qu'un certain nombre de choses naturelles, les activités humaines accélèrent tout de même le processus. Alors le rapport du GIEC fait plus de 3000 pages, je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu le livre de Sylvestre Huet, qui, lui, qui est un journaliste, qui a suivi de très près tous les travaux du GIEC, qui a lu les 3000 pages, et qui en a fait un résumé pour le commun des mortels. Très intéressant. Et il nous rappelle donc, ce que nous a rappelé aussi Charles François tout à l'heure, que le GIEC, c'est une commande des États. Et donc, c'est pour ça que c'est très doux, finalement, même les trois parties. La première partie, c'est le constat scientifique sur le climat. Bon, c'est des constats, il n'y a pas grand-chose à dire. La deuxième partie, c'est les conséquences
au niveau de la vie de la planète, de ce changement climatique. Et puis la troisième partie veut montrer quelques pistes pour essayer d'être résilient, pour employer un terme à la mode. Alors, un extrait de ce livre, voici exprimé, non, c'est la photo d'avant, voilà, les différents scénarios étudiés par le GIEC. À gauche, les deux premiers sont les seuls qui sont considérés comme acceptables pour les humains et leur environnement, mais à condition que toutes les mesures soient prises pour limiter ce réchauffement à ces températures-là. Et comme on n'en prend pas le chemin vraiment, eh bien, il faut s'attendre à des évolutions beaucoup plus importantes qui sont représentées par les, comment dirais-je, les dessins de droite, excusez-moi. Alors voici une belle illustration de l'évolution des températures avec un code de couleur qui a été mis au point par le climatologue Ed Hawkins. C'est une image bien sûr, mais qui se veut frappante, c'est son but. En fait, de gauche à droite, l'évolution n'est que de 1,35 degré depuis la période de 1860 à nos jours. Seulement 1,35 degré d'après Ed Hawkins. Vous voyez, ça va du bleu au rouge et presque un noir déjà tout à fait à droite. Alors, je ne sais pas où irait son code couleur en cas d'élévation de 8 ou 9 degrés, auquel il faut s'attendre quelque part. Alors, sans doute, il faudrait demander à Pierre Soulages de nous trouver les dégradés de noir nécessaires, mais malheureusement, il n'est plus de ce monde. Une autre représentation de ces évolutions selon les scénarios du GIEC, qui est plus facilement lisible et interprétable. Alors, je rappelle que l'effet de serre est indispensable à la vie sur Terre, car sans lui, les températures seraient négatives en permanence, ce ne serait pas très agréable. Il faudrait des dépenses de chauffage incommensurables, mais de toute façon, il n'y aurait pas vraiment de vie. À l'inverse, trop d'effets conduit des augmentations de température difficilement admissibles et change les équilibres prétaires, contribue au changement des équilibres prétaires du climat. Bon, je passe assez vite quand même. Alors, quand on dit aux agriculteurs de faire de la méthanisation pour améliorer leur fin de mois, je trouve que c'est un comble personnellement. C'est la 13, c'est ça? Bon. Alors, je ne suis pas contre une certaine méthanisation quand il y a vraiment des déchets dont on ne sait que faire et qui, en fermentant eux-mêmes, vont dégager du méthane dans l'atmosphère. Bon, qu'on utilise ce méthane, pourquoi pas, hein, mais qu'on aille faire du maïs exprès pour faire du méthane au lieu de nourrir les humains, c'est un comble. Alors, je ne développe pas trop non plus. Je vous rappelle qu'un article est déjà paru naturellement à ce sujet, écrit par Dominique Campagna, et donc je ne développe pas. Alors voici une carte des émissions de gaz à effet de serre par pays. Elle date de 2006, mais ça n'a pas vraiment fondamentalement changé depuis. Et alors qu'on se satisfait du score, il faudrait, je ne sais pas si la souris permet de montrer, mais le score de notre pays, voilà, tu es juste dessus, 7,5 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, et à peine en dessous en fait de celui de la Chine, qui affiche 7,8 par habitant. Les ronds, c'est pas par habitant, les ronds, c'est en masse totale. Mais si on devait réincorporer au score de notre pays tout ce que les Chinois fabriquent pour nous, alors là, on serait bien plus mauvaise que la Chine, qui pourtant est montrée du doigt, sans arrêt. Alors, les plus mauvais élèves sont les États-Unis, en dehors de la Chine, bien sûr, le Canada, l'Arabie Saoudite et l'Australie. Vous noterez que l'Allemagne non plus n'est pas un excellent état de ce point de vue. On change de diapo, toujours tiré du livre de Sylvestre Huet dans les travaux du GIEC. Voici un schéma des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, où l'on peut voir que la part du méthane n'est pas négligeable. C'est le gris clair qui est presque en haut. Alors, parmi les conséquences, outre une évolution significative des productions agricoles, l'élévation du niveau des mers. Ce schéma montre les prévisions selon les trois principaux scénarios du GIEC.
Le premier, la courbe basse, c'est si on respecte moins de 2 degrés 6. Le deuxième, qui est au milieu de l'image, qui représente une évolution des mers d'environ 1,25 m déjà, hein, avec 4,5 degrés d'évolution. Et enfin le 8,5 degrés, qui n'est pas impossible, je le rappelle, c'est 2,50 m pratiquement d'élévation du niveau des mers. Alors, ça va noyer de nombreux territoires, parce que beaucoup de populations mondiales habitent au bord des mers et des océans. Mais c'est pas seulement loin de chez nous, hein. L'île de Ré, la Camargue, le Marais Poitevin vont subir les conséquences immanquablement de ces élévations. Et puis, il faudra songer aussi à accueillir des réfugiés climatiques par millions. Alors oui, il faut agir, du local au global, car nombre d'associations de politiques nous invitent à faire des gestes individuels. Certes, il faut les faire, mais ça ne représente qu'une goutte d'eau face aux enjeux. Si l'on ne change pas le modèle économique, où tout est consommable, le pire scénario du GIEC deviendra réalité. Ici, vous avez la carte de la baie de l'Aiguillon, montrant les zones inondées lors de la tempête Sinkia. Hein, c'est du passé récent, même pas de l'avenir. Hein. Et puis, bon, le cas du Marais Poitevin, on va dire, on va monter les digues, on va se protéger de l'eau de l'océan, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des eaux douces qui affluent dans le bassin versant de la Sèvre-Murtelle et de la Vendée? Il faut bien, le marais risque de devenir le marais d'avant l'assainissement, quoi. Bon, je pourrais parler des heures là-dessus, et puis on le révoquera avec le film De l'eau jaillit le feu. Rappelons que la France a été condamnée pour son inaction vis-à-vis du changement climatique. Notre gouvernement se caractérise par de la communication sans la moindre action. Rappelons que la Convention citoyenne pour le climat, dont pratiquement aucune recommandation n'a été suivie, et pourtant nombre d'entre elles allaient dans le sens du vent, nettement ne mettant pas en cause le système économique en cours. Il faut dire que le tirage au sort de ses membres s'est fait en ayant soin de ne pas retenir des personnes engagées. Ils n'avaient donc aucune connaissance des problèmes posés, et ils ont été formés par des experts naturellement, mais des experts nommés par qui? Par le gouvernement. Donc on comprend que leur proposition n'ait pas été très très loin. Il y en avait pourtant d'intéressantes, hein, même si c'est dans le sens du vent, comme je dis, il faut les actes individuels, il faut les faire aussi. Et il y en a une qui va attirer mon attention. Bon, il y avait des recettes fiscales intéressantes qui n'ont pas été retenues, et une autre aussi, c'est qu'il y a forcément des mutations professionnelles à venir, et qu'il faudrait former les gens. Et ces gens formés auront donc plus de connaissances qu'avant, et donc il faut mieux les rémunérer. Bon, ça, Macron, évidemment, ne l'a pas retenu non plus. Alors, ce petit rappel sur un certain nombre de choses sur le climat, c'était juste pour introduire l'énergie, parce que l'énergie est une des questions les plus importantes dans l'évolution climatique, puisqu'il s'agit de sortir des énergies fossiles qui représentent, on le voit sur ce camembert, plus de 60% des énergies consommées dans notre pays, entre le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Le charbon, c'est devenu 1% pour l'instant, hein, mais il y en a encore un petit peu. C'est dire l'importance de la question. Et c'est pour ça que la connaissance des besoins à couvrir est essentielle, parce que tout le monde nous parle de faire des économies, j'arrive rarement à mettre le nom sur la vie saine, la sobriété, voilà, c'est un mot que j'ai du mal à digérer. On a des blocages. Mais il faut quand même se poser la question des besoins. Alors, il est sûr qu'il faut arrêter la surconsommation, changer son téléphone portable tout le temps, etc. Mais il faut peut-être arrêter la pub pour ça aussi, parce que les gens, avec les médias que nous avons, les gens sont forcément tentés de faire tout un tas de choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement. C'est encore une question de système. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je l'ai déjà dit, ça. Donc, alors, je suis allé regarder les scénarios, vous en avez tous entendu parler, publiés par l'ADEME, RTE, Negawatt par exemple. Il y en a eu d'autres, des scénarios, qui ont pour but de donner au gouvernement des pistes pour justement essayer de réduire notre consommation d'énergie. Les scénarios présentés par RTE en octobre 2001 et complétés début 2022 répondent en fait à une commande gouvernementale qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone.
SNBC. Tous les scénarios ont pour but donc la neutralité carbone en 2050. Jean-Claude hier l'a évoqué, hein, neutralité, ça veut dire ça veut pas dire plus produire du tout de CO2, mais produire pas au-delà de ce que la Terre est capable d'absorber. Alors le rapport complet fait 992 pages. Hein, les gens sont très très prolixes quand il s'agit de parler de ça, mais il y a beaucoup de blabla. Il y a quelques pages blanches aussi et quelques pages titres, mais j'ai quand même pas tout lu. Mais j'ai regardé les chapitres qui me semblaient les plus importants, et puis je vous en donnerai quelques petits extraits ici. Alors RTE se targue d'avoir consulté très très largement, outre des scientifiques, des personnels menant l'étude, des professionnels, je veux dire, menant l'étude, au moins 160 organisations ont participé à de nombreuses réunions. Mais si j'ai vu dans les participants nos amis de Sauvons le Climat, par exemple, certains syndicats de l'énergie, dont la CGT, si j'y ai vu le Secours catholique, je n'ai pas vu le Secours populaire. Nous n'avons pas été consultés. Mais il y avait 2 représentants de France Nature Environnement, un représentant national et un représentant du 04. Je n'ai pas vu Indecosa, ni FNC Que Choisir. Mais il y avait Total, Renault, Rodia. Bon, ce qui est sans doute normal. Il est normal qu'ils participent à un tel groupe, mais on imagine le poids relatif aux autres organismes dans ce qui a été écrit ensuite. Alors, il faut se rappeler que notre pays consomme actuellement... Voilà, merci. 1600 TWh d'énergie, toutes énergies confondues. Alors, en énergie finale, je le précise, c'est beaucoup plus en énergie primaire. La proportion d'électricité est d'environ 30%, comme nous l'avons vu dans le Camembert 2 montré tout à l'heure. Les scénarios misent tous sur une amélioration de l'efficacité énergétique, permettant de réduire considérablement la consommation, et ce, malgré l'augmentation de la population, estimée à plus de 10% d'ici 2050. La réindustrialisation, Jean-Paul évoquera aussi cette question dans un atelier que j'attends avec impatience, et il nous dira notamment le lien très étroit qu'il y a entre énergie et activité industrielle. Notons que la réindustrialisation selon RTE, ils ont plusieurs scénarios, mais pour eux, ça répond simplement à suivre le plan gouvernemental en la matière, qui, en dehors de quelques effets de manche, ne va pas très loin en fait. Et il faudra aussi, dans l'avenir, tenir compte du besoin plus grand de climatisation pour les gens, dans les entreprises, au lieu de travail ou au lieu d'habitation. Même si le rapport s'en défend, parce qu'ils disent avec le traitement thermique des habitations, on aura moins besoin de climatisation. C'est pas tout à fait juste. On va essayer de le développer tout à l'heure. Alors, RTE évoque bien dans sa présentation que les objectifs affichés de descendre à seulement 1000 TWh, donc 37,5% de moins qu'actuellement, c'est très difficilement atteignable. En tout cas, c'est contesté par de nombreux participants au débat. Dans le scénario de référence, qui est celui qui est en bleu pratiquement au centre du schéma, la proportion d'électricité passe à 65%, c'est-à-dire plus 37% par rapport à aujourd'hui. Mais je rappelle que c'est que des hypothèses dictées par la commande nationale, stratégie nationale bas carbone. Je n'ai trouvé dans le fleuve de blabla du rapport aucune approche scientifique validant ces propositions d'économie ou de dépenses. C'est que du blabla. Du coup, comme RTE savait que ça ne satisferait personne, ce scénario, ils en ont fait d'autres, des plus économes encore pour satisfaire les intégristes de l'écologie, et puis des plus dépensiers pour satisfaire les gens un peu plus réalistes. Alors, ce rapport nous dit comment vont être produites les énergies non électriques. On voit sur ce croquis la disparition du charbon, le noir profond qu'on voit sur les deux premières colonnes. Il disparaît complètement ensuite. Curieusement, la disparition aussi du gaz, qui était le gris foncé.
Et un certain solde de pétrole, tout de même fortement réduit, un gris moyen, mais je suppose, moi, qu'il y a une erreur sur la légende et qu'il y a eu une inversion entre gaz et pétrole, hein, je pense. Parce que on voit par ailleurs qu'on utilise toujours du gaz. D'autant qu'on introduit dans le réseau de gaz, pour diminuer le gaz naturel, on introduit du méthane. Encore que le méthane, les biocarburants sont aussi destinés au transport automobile, bien qu'une grande partie soit envisagée en électrique, mais il y en a une partie qui reste en carburant classique. Et alors, le rapport. Le monde agricole, d'après RTE, aura du mal à fournir la quantité de gaz, de biogaz indiquée dans ces scénarios. Comme je l'évoquais à l'instant, c'est un rappel, Dominique Campagna, oh là là, nous a conseillé ce livre édifiant sur la consommation électrique du numérique. Actuellement, on est déjà à 10% de l'énergie mondiale consommée en électricité, pas de toute l'énergie. Mais si la course aux équipements et performances informatiques continue dans le même rythme qu'aujourd'hui, eh bien on sera bientôt à 20%, bien avant même, enfin dans quelques années, 3-4 ans, on sera à 20% de l'électricité mondiale, alors que dire en 2050 si ça continue comme cela? Ça ne va pas dans le sens de la sobriété. Alors voyons aussi comment RTE, qui, rappelons-le, répond à une commande gouvernementale, excusez-moi d'insister, voit la sobriété énergétique. Chaque secteur est évoqué avec des recettes connues, comme le covoiturage, associé à la réduction des vitesses des véhicules, au poids des véhicules. Le télétravail est évoqué aussi, parce qu'il y a moins de déplacements domicile-travail. On évoque l'économie circulaire, des choses qu'on connaît bien. Mais sans aucune façon sur la façon d'y parvenir. Ils quantifient les choses comme ça dans leur rapport, mais sans nous dire comment on fait en fait. Alors j'avais prévu de lire quelques lignes et de commander quelques flèches. L'habitat. Ah, on est encore sur ce dessin. Non, monsieur, le précédent. Voilà. Tout en haut. Alors c'est pour le fond de la salle, vous devez avoir du mal à lire. C'est l'habitat. Alors il propose des habitats à espace partagé et légère augmentation de la taille unitaire des ménages, c'est-à-dire un resserrement de population. On trouve cette proposition-là aussi dans le rapport de Négawatt. Sur la question de la façon de vivre avec des espaces partagés, je pense que l'atelier de Chantal et de Daniel évoqueront la question. Alors, un petit peu plus bas, dans le deuxième cadre, recours au télétravail, impact sur la consommation dans les bureaux. Oui, la consommation électrique dans les bureaux va baisser un peu puisqu'il y aura moins d'ordinateurs fonctionnement. Mais c'est un report à la maison. Et c'est vos compteurs personnels qui vont payer l'électricité à la place des entreprises. Mais aucun gain sur le plan de l'énergie consommée globalement. Ça va même faire pire parce qu'il faudra des serveurs pour envoyer. Alors, il y a encore une flèche, là, réduction de la surface des commerces. Ah oui, ils misent sur le développement du télécommerce, n'est-ce pas? C'est vrai que ça se développe quand on commande chez Amazon facilement. On commande même en circuit court sur Internet. Vous commandez sans intermédiaire des trucs qui viennent de Chine. Bon. Eh bien, ça veut dire augmentation aussi, ça rejoint l'enfer informatique. On déplace un problème, mais on ne le règle pas. Réduction de la surface des commerces, on vient de le lire. Ensuite, pour toute la colonne sur les transports, on trouve les recettes des écolos en général, c'est-à-dire les reports des déplacements individuels en voiture vers le covoiturage, développement de la circulation douce en vélo, ou choses comme ça. Le télétravail s'y trouve, la reconcentration des fonctions de vie. Ça c'est important, je suppose qu'on abordera la question avec l'atelier sur le bien-être en ville aussi. Mais c'est des questions d'urbanisme, des questions extrêmement politiques, et pour l'instant le libéralisme ne permet pas le moindre gain à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai on montrera tout à l'heure l'évolution des transports. Alors sur l'industriel, baisse de la vente de véhicules
et fabrication de véhicules plus petits. Bon, c'est des recettes quoi, qu'on connaît. Et je rappelle qu'il faut aussi des matériaux pour construire les transports collectifs. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure, ça. Alors, ce tableau, pris aussi dans le rapport de RTE, tu peux le passer, celui-là, merci. Il mérite quelques commentaires. D'abord, il est affiché qu'on consacre, c'est la... Ah non, non, j'ai dû sauter... oui, alors, celui-là, qu'est-ce qu'on disait là-dessus? C'est la 25, ça, hein? Oui, bah... c'est pas... Oui, c'est sûr. Ah oui, sur le résidentiel, tout le monde parle d'isoler les logements. C'est vrai, il faut le faire. Mais ils attendent jusqu'à 40% d'économie d'énergie avec ça. Je peux vous dire, moi qui suis un professionnel du bâtiment, enfin en retraite maintenant, que c'est absolument impossible. En pensant que, d'abord, il faudrait... enfin, tous les immeubles ne peuvent pas s'isoler d'une manière comme un immeuble neuf. Il faudrait 60 cm d'isolant pour isoler correctement, pour atteindre un tel niveau, rien qu'en dépenses de chauffage, si vous voulez. Mais c'est impossible. Un immeuble haussmannien, par exemple, il y a des modénatures extérieures, vous ne pouvez pas l'isoler par extérieur. Il y a des modénatures intérieures, et puis la taille des logements, même s'il y a certains logements super luxe qui sont très grands, mais il y en a beaucoup que je connais dans les quartiers anciennement populaires et qui sont quand même des immeubles haussmanniens, où on peut prendre 10 cm ou 20 cm, c'est impensable à l'intérieur des... Alors on peut changer les fenêtres, bon, on va gagner 5% sur l'énergie. Donc je voulais vraiment insister là-dessus. Et puis il y a le renouvellement d'air. Hein. Je me souviens que François Cosra nous expliquait il y a longtemps déjà, quand il parlait d'isolation, les entreprises ne savaient pas bien faire et ils oubliaient le renouvellement d'air indispensable. Il y avait du coup des moisissures un petit peu partout. Il faut renouveler l'air des logements. Et l'air neuf en hiver, ben, il faut le chauffer, il n'y a pas de doute. Hein. Donc ça consomme tout de même de l'énergie. Et puis, alors, le rapport RTE évoque les pompes à chaleur. C'est bien, mais là, pareil, on ne peut pas en mettre partout. Ou alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait des antennes paraboliques sur tous les balcons dans les cités. Ben, il va y avoir des sorties des pompes à chaleur sur tous les balcons, si on suit ce raisonnement. Bon, vas-y Chantal. Je lis plus trop mon texte, je suis... Alors, ce tableau-là mérite quelques commentaires. La ligne tout en haut, en violet assez foncé, c'est la production d'hydrogène. On en parlera un peu plus loin de l'hydrogène, mais il consacre 50 TWh d'énergie électrique pour fabriquer de l'hydrogène. C'est une goutte d'eau par rapport aux besoins en hydrogène du pays. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est complètement aberrant. En effet, je rappelle que, enfin je le dirai mieux tout à l'heure, mais le rapport de l'hydrogène, quand on le fabrique par électrolyse, qui est la seule façon écolo de le faire, c'est 1 sur 3. C'est-à-dire qu'il faut consommer 3 kWh d'électricité pour obtenir 1 kWh d'hydrogène. Donc là, on obtient 16,5 TWh d'hydrogène. C'est vraiment une goutte d'eau par rapport aux besoins, parce que tout le monde a besoin d'hydrogène. Mais j'y reviendrai. Bon, on peut passer l'image, et puis on va passer aussi celle-là, j'ai déjà parlé des immeubles haussmanniens. Ce qui est important aussi, c'est de dire que les aides publiques sont destinées aux propriétaires essentiellement des immeubles. Donc, alors, les propriétaires bailleurs, ils sont variables. Hein. Moi, je connais dans les Hauts-de-Seine l'office d'habitat du 92, qui se moque beaucoup du monde, et qui fait vraiment un minima les choses. Puis j'en connais d'autres, j'ai travaillé dans le Val-de-Marne, ils ont bien fait les choses, bien mieux que... Mais ça dépend de la qualité du bailleur. Et il y a un grand nombre d'immeubles de copropriétés privées, où des bailleurs ont investi pour louer, en se disant c'est une rente, mais ces gens-là, ils confondent souvent le loyer avec le bénéfice. Donc ils ne font aucun travaux dans les immeubles. Et les copropriétés ont du mal à vivre comme ça. Et dans ces copropriétés-là, qui sont plus nombreuses qu'on ne le pense, eh bien, aucune isolation n'est envisageable à court terme. Sans aller jusque, Chantal, tu changes, le cas particulier, le drame de Marseille, la rue d'Aubagne. Là, c'était pas des problèmes d'isolation. Hein. Non, c'était pas. Non, mais c'était le problème de copropriétaires qui ne font pas de travaux. Hein? Alors, nous n'allons pas passer une revue de détail de ce rapport de RTE, ni des autres organisations qui ont publié des scénarios.
Quelques exemples que j'ai donnés visent simplement à montrer que nous sommes loin du compte des besoins. Et il est clair que des gisements d'économie sont réels, comme réduire les distances de transport du quotidien. On n'y est pas parce qu'il n'y a aucune mesure qui sont prises, qui sont notamment la lutte contre la spéculation immobilière. Ce tableau montre, comme Daniel et Chantal l'évoqueront dans l'atelier Habiter autrement, que des métropoles, au contraire des idées reçues, augmentent les distances de déplacement. Tout en haut, les déplacements dans Paris, en clair en 1994 et en foncé en 2008. En 2008, vous voyez qu'à Paris intramuros, ça a baissé. Parce que les gens qui vivent dans Paris intramuros, ils ont tout à portée de main, et ils travaillent dans Paris ou à l'étranger, des fois, etc. Ils ont moins besoin de se déplacer. Par contre, dans la proche banlieue de Paris, c'est le même phénomène, parce qu'on est assez bien desservi. Par contre, dès qu'on s'éloigne un petit peu, on augmente la distance parcourue en kilomètres, en voiture. Hein. C'est la distance parcourue, ce schéma-là. Et on retrouve la même chose sur tous les autres métropoles, tous les centres urbains. Au centre urbain même, on est bien desservi, on a moins besoin de voitures. Et dans la périphérie, on a besoin de voitures. Seulement les centres urbains aujourd'hui, avec les politiques menées, elles sont interdites aux gens modestes qui, eux, sont obligés de se payer des bagnoles. L'image suivante, c'est un petit peu la même chose, mais c'est cette fois en proportion de déplacement voiture. Et on retrouve un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à Paris ça baisse, mais dans les grandes banlieues et en province ça augmente. On va continuer. Alors, les investissements dans les transports publics ne suivent pas non plus les besoins. Mais j'aime représenter cette image parce que j'ai connu cette zone-là. Bon, la photo date un peu avant moi, mais j'ai connu les usines Pont-Arreux-Levasseur, porte de Choisy à Paris. Et les gens qui travaillaient là-dedans, ils n'avaient pas besoin de transport public, ils n'avaient pas besoin de voiture individuelle, ils venaient à pied ou en vélo, en bagnole, et ils trouvaient tout dans le quartier. Il y avait les épiceries, enfin plein de choses. Oui, c'est parce que l'usine de Pont-Ard, elle était installée à la limite de Paris. Elle était dans les anciennes fortifications étaient juste à côté, ce qu'on appelait la zone, qui a servi de lieu d'accueil à beaucoup de populations en difficulté, en mal de logement. Tout autour de Paris, c'était comme ça à une époque. Alors, revenons à notre sujet principal, l'énergie. On nous parle aussi des performances de produits, qui devraient s'améliorer bougrement et faire plein d'économies. Je vous montre l'évolution des étiquettes énergie qui sont obligatoires. L'ancienne étiquette à gauche, vous aviez toute une échelle et un certain appareil était classé en A+, dans l'ancienne étiquette. Et comme presque tous les appareils devenaient A+, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès déjà de fait, eh bien, les spécialistes ont créé une nouvelle étiquette énergie, et ce qui était A+, avant est devenu B, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire, mais que ça va représenter encore des très petites quantités d'économies à trouver par rapport à ce que nous attendions. Par exemple, en matière d'éclairage, on a gagné pas mal quand on est passé de l'incandescent au fluorescent. Maintenant, on passe du fluorescent au LED. Mais là, on gagne epsilon entre les deux. On ne gagne pas grand-chose entre le fluor et le LED. Et d'autant que le passage au LED, il a déjà commencé. Donc d'ici 2050, on ne va pas gagner énormément sur ce point-là non plus, même s'il y a de la recherche pour trouver encore d'autres systèmes encore plus économes, mais avant qu'ils soient opérationnels. 2050, c'est dans 27 ans, c'est pas loin. Et un développement, pour la recherche-développement, ça prend largement une génération. Alors, une des trouvailles de nos dirigeants aussi, pour limiter les superpointes, c'est la modulation de la consommation. Et donc, il s'adresse aux industriels, bien sûr, pour leur dire, en période de superpointe, vous arrêtez de produire. Et puis, aux particuliers, on leur dit aussi, en superpointe, essayez de ne pas consommer. Alors, est-ce que
Alors, pour les entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter la flexibilité du travail. Ça veut dire, les entreprises, elles ne vont pas perdre de pognon, elles vont dire aux ouvriers, bah, vous êtes en chômage technique, par exemple, ou alors on vous refera bosser 60 heures par semaine pour compenser un petit peu plus tard. Enfin, bon, je crois que les humains n'ont pas grand-chose à gagner de cette chose. Et puis les particuliers, est-ce qu'on va leur demander de manger froid en plein hiver, par exemple? Bon, parce que la chauffe du rata, c'est en heure de pointe en hiver. Hein. Bon. Alors, pour moi, en fait, il faut considérer que nous avons un besoin de produire beaucoup plus d'électricité que nos scénarios ne le prévoient pour faire face aux besoins. Sans attendre sans doute les 1600 TWh actuels, parce que je crois quand même qu'on va réussir à faire quelques économies, mais je ne pense pas qu'il faille descendre tellement en dessous de la barre de 1400 TWh avec une forte proportion d'électricité. Et pour moi, c'est de l'ordre de 1000 TWh d'électricité, presque un tiers en plus du plus gros scénario de RTE. Alors, on va me dire que je ne suis pas spécialiste, hein, mais tout ce que je viens de vous expliquer m'amène à ces conclusions-là. Alors, avant d'entrer dans la partie technologie des productions, qui est la deuxième partie de mon exposé, je voudrais évoquer quelques cas particuliers dans le monde. De nombreuses populations dans le monde ont comme seul moyen pour chauffer leurs aliments le bois. Et ils contribuent aussi à une certaine déforestation qui n'a rien à voir avec celle de l'Amazonie. Celle de l'Amazonie, elle est spéculative. Là, il s'agit de besoins vitaux pour les gens. L'énergie, c'est vital, rappelons-le. Hein. Donc, il faut, dans l'évolution énergétique mondiale, d'où l'intérêt que le MNLE puisse essayer de développer les relations internationales, il faut fournir à ces gens-là une autre énergie que le bois pour préserver la forêt, et de préférence, cette énergie devra être électrique. Alors, je ne vais pas passer, comme je le disais, tous les scénarios. Alors, c'est la 36, ça? Bon. Ah oui. Il n'y a pas... comment dirais-je? Le mix proposé n'est plus composé. Oh là là, je n'arrive même pas à comprendre ce que j'ai écrit. Mais, oui, je voulais rappeler que dans les scénarios proposés, il y a une part importante de biomasse. Alors, c'est peut-être cette image-là. Hein. Ah non, ça c'est le manifeste Négawatt. Mais c'est un petit peu pareil. Hein. Négawatt, vous voyez, il propose de supprimer les énergies fossiles, les énergies nucléaires, le gaz fossile, le pétrole, et pour ne plus garder que les énergies renouvelables électriques, c'est-à-dire l'hydraulique, l'éolien et le photovoltaïque, et puis les bioénergies. Les bioénergies que moi, je vous rappelle, je considère que ce ne sont pas des énergies décarbonées. C'est une erreur fondamentale de Négawatt et des autres écolos, je vais dire. Il faut réduire la consommation. Mais oui, alors ils partent, eux, visiblement, ce schéma est en énergie primaire, hein, puisqu'ils démarrent de presque 3000 TWh. Donc c'est de l'énergie primaire. Parce qu'il y a beaucoup de pertes dans les productions d'énergie, hein, quelles qu'elles soient. Le nucléaire peut-être en tête, mais j'y reviendrai. Et ils arrivent à descendre à 1300, 1400 TWh de consommés, mais c'est de l'énergie primaire. C'est pour ça que les chiffres sont différents, hein, les langages sont différents aussi. Alors, Négawatt a quelque chose d'intéressant, c'est que dans son volet, la dernière parution, ils ont ajouté un volet Négamat, parce qu'il alerte, comme je le fais d'ailleurs moi-même depuis un certain temps, sur le besoin en matériaux. Parce que plus la population augmente, plus il faut réaliser de logements, de lieux de travail, de lieux de loisirs, de lieux de transport, etc. Et on ne peut pas tout construire en bois. Hein, il faut du béton toujours, il faut, notamment pour les éoliennes d'ailleurs, et il faut de l'acier, enfin, etc. Alors, même si on peut se souvenir que les premiers services publics de transport créés à Paris sous Louis XIV par le célèbre Blaise Pascal
était principalement fait de bois, justement. Alors, les roues étaient quand même déjà cerclées métal. Hein. Bon. Mais depuis, on a un petit peu évolué. Le risque d'incendie, par exemple, la rigidité du matériel a fait que depuis longtemps, les transports ferroviaires ont abandonné le bois. Et puis, l'apologie de l'économie circulaire trouve sa place aussi dans ce rapport de Negamat, mais il faut se rappeler qu'il y a des phénomènes dans toute transformation de perte, et que bien plus la population augmente, je le redis, plus il faudra toujours prendre des matériaux dans notre bonne vieille terre, même si on en prendra moins qu'aujourd'hui parce qu'on recyclera davantage, il faudra toujours continuer à en prendre. Alors j'avais prévu là maintenant quelques échanges, mais je vais tout de suite passer à la production d'électricité. Je crois que vous êtes tous conscients qu'il y a un très grand nombre de façons d'en produire, de l'énergie, hein, pas seulement l'électricité, mais l'électricité c'est pour moi vraiment l'énergie de l'avenir. Elles ont toutes leurs qualités et leurs défauts, aucune ne s'avère parfaite, je dis bien aucune, hein, que ce soit le nucléaire, les éoliennes, même la géothermie, parce que je vais commencer par la géothermie, parce que c'est vrai que quand on arrive à faire un forage à 2000 mètres de profondeur, on a une énergie qui, en tant que fourniture en consommable, est gratuite et quasiment infinie, mais qui demande de très gros investissements par contre. Hein. Le BRGM, Bureau de d'études géologiques et minières, qui est un service public encore, pense qu'on a un gros potentiel en géothermie profonde. C'est celle que je préfère, la géothermie profonde. Elle est adaptée au chauffage des villes par un réseau de chauffage urbain, parce qu'elle a de très grandes quantités, et puis un particulier ne peut pas aller forer à 2000 mètres pour lui tout seul, c'est impossible. Il y a un investissement énorme, non seulement pour les forages eux-mêmes, mais pour tout le réseau de tuyaux en acier inox isolé qui coûte les yeux de la tête. Hein. Quand vous déployez des kilomètres, j'ai pas pensé à chercher le prix du kilomètre de tuyaux, mais c'est énorme. C'est un des défauts du système. Alors on vous parle de géothermie avec pompe à chaleur pour le pavillonnaire aussi. Bon, les gens qui ont un pavillon avec un terrain, il faut un minimum de terrain. Ça marche. Il faut une relève électrique en général, parce que ce qu'on trouve en faible surface, c'est quand même pas bon. Il n'y a pas de haute température, hein, comme en géothermie profonde. Mais bon, ça peut satisfaire des gens. Mais c'est pas les habitants de HLM qui peuvent faire de la géothermie de surface. Il faut qu'ils comptent sur leur bailleur pour investir dans la géothermie profonde. Alors c'est marrant parce que le plan gouvernemental prévoit d'augmenter de 40% les projets dans le domaine de la géothermie profonde, mais actuellement il y a seulement 1% pour l'énergie nationale qui utilise ce procédé. Donc on va passer de 1% à 1,4%. C'est encore un effet de manche gouvernemental. Bon, ensuite, outre le coût, on passe à la 39, je ne sais pas. Oui, c'est bon. Oui, bon, j'ai déjà parlé du prix des tuyaux, etc. Donc on ne va pas en compléter. Alors moi j'ai fait une expérience de remplacement de chaudière gaz dans une école, dans un groupe scolaire, par de la géothermie qui était fournie parce que le Val-Office, pour ne pas le nommer, avait une centrale de géothermie profonde depuis des années, mais comme ils ont fait un programme d'isolation de leur logement performant, il se trouve que leur centrale géothermique avait de la surproduction. Ils ont cherché à vendre des calories ailleurs. Donc nous qui étions pas loin de cette station, on en a profité pour une école. J'ai été frappé. C'est un groupe scolaire de 3 bâtiments qui avait 3 grosses gamelles à gaz. Et on a remplacé ça par des échangeurs qui sont à peine plus gros qu'un ordinateur. Un peu plus épais quand même, mais en surface à peine plus gros. C'est extraordinaire. Bon, allez, on continue. Voilà, je vais faire comme les Marseillais, je vais plus savoir m'arrêter. Alors, un autre procédé de chauffage solaire est celui de l'eau chaude sanitaire, pour lequel les capteurs thermiques sont très efficaces et malheureusement pas suffisamment développés. L'exemple qui est là, c'est une crèche que j'ai eu le plaisir de réaliser aussi. Ça consomme beaucoup d'eau, une crèche, et on ne va pas demander de faire des économies d'eau chaude pour laver les derrières des petits bébés quand même. On ne va pas les laver à l'eau froide, encore que dans le temps, c'est ce qu'on faisait. Et peut-être ça garantissait une longue vie, je ne sais pas. Mais bon.
Alors, tu peux passer. Il ne faut pas oublier les fours solaires, dont l'unité de recherche d'Odeio, près de Font-Romeu, est le deuxième plus grand du monde, a été inauguré en 1969 et inscrit au titre des monuments historiques 40 ans après. Mais il reste malheureusement à l'état de laboratoire et de centre de formation, ce qui est bien, hein, parce qu'ils font plein d'expériences, mais il ne sert pas à produire de la chaleur pour les stations de ski avoisinantes, par exemple. Donc on peut se demander pourquoi ça n'a pas été développé, même s'il souffre, on est conscient qu'il souffre d'une difficulté, la même d'ailleurs que pour les capteurs solaires photovoltaïques et pour l'éolien, c'est que c'est intermittent comme production, hein. La nuit ça ne produit pas, puis s'il y a trop de nuages, ça ne produit pas grand-chose non plus. Alors, les particuliers peuvent aussi utiliser cette chaleur du soleil par concentration, c'est le même principe que le four d'Odeio, sur des fours ménagers. Il s'en trouve tout un tas de modèles dans le commerce, mais l'inconvénient c'est que ça fonctionne qu'en plein air par beau temps. Hein, donc c'est pas la cuisine de tous les jours qu'on peut imaginer comme cela. Alors les plans officiels préfèrent développer considérablement les éoliennes, les capteurs et également complétés par de la biomasse, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Je ne reviens pas sur donc la méthanisation, mais dans la biomasse, il y a aussi le bois. Alors on a deux images sur cette diapo. En haut, c'est une image d'exploitation forestière par coupe à blanc, pratiquement, qui devrait être interdite, hein. Et puis en bas, c'est le cycle à la fois naturel et les cycles d'exploitation des forêts. Le grand ovale, c'est le cycle naturel et il se déroule sur 500 à 700 ans. Hein. Donc vous voyez que si on prélève des arbres en cycle naturel, il faudrait veiller à ne pas aller beaucoup au-delà d'un pour 1000 chaque année. Hein. On ne va pas très loin quand même si le massif forestier français s'est développé, comme d'ailleurs nous l'a rappelé Charles-François tout à l'heure. Le cycle sylvicole, lui, c'est celui d'une exploitation raisonnable, je dirais. C'est quand même 150-200 ans. Alors je sais bien, tout le monde va me dire, ben oui, mais il y a les pins, ça pousse beaucoup plus vite les pins. En 40 ans, on peut couper un pin. Mais le pin, il a un usage limité, en fait, dans des usages, on l'utilise bien sûr un peu en bâtiment, mais on préfère des bois d'œuvre plus nobles. Et les bois d'œuvre plus nobles, eh bien, il faut respecter 150-200 ans, c'est-à-dire 2% de la production forestière. Les forêts de pins, c'est inflammable, oui, terriblement. Les forêts de pins, c'est inflammable. En plus, oui, c'est extrêmement inflammable. Ça sert surtout à la pâte à papier aujourd'hui, hein, les forêts rapides comme ça. Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, utiliser des vrais déchets pour faire de l'énergie électrique, moi, je ne suis pas contre. Dans des installations qui récupèrent le CO2, parce que quand même, quand on brûle de la biomasse, il y a du CO2 qui s'échappe. Hein. Mais il paraît qu'on sait faire la récupération de CO2. J'avais prévu une diapo, je ne l'ai pas fait, avec les ciments calcium des Sèvres, qui ont prévu de capter le CO2, puis de l'envoyer par pipeline jusqu'à Saint-Nazaire, pour peut-être l'envoyer outre-Atlantique dans des lieux de stockage, je ne sais pas, ou des lieux de stockage sur place, je n'en sais rien. Hein. Mais alors, le stockage de CO2, c'est une des mesures prévues dans le GIEC. Hein. Ils disent qu'il y a une certaine, je n'ai pas vu que ce soit quantifié vraiment, mais on peut imaginer que cela se fasse. En tout cas, j'espère que cela se fera à Cordemais, mais je crois que Jean-Paul nous avait expliqué que c'était bien prévu comme tel, récupération du CO2. Donc à Gardanne aussi, là c'est Cordemais ça, hein, je crois, comme centrale. Hein. Alors, ensuite, signalons à ce titre la parution par nos amis de Sauvons le Climat d'un livre blanc l'an passé qui fait aussi une analyse des scénarios de RTE et autres, et considérant que la sortie des énergies fossiles était le cœur de l'objectif à atteindre, leurs ingénieurs ont mis au point un scénario baptisé Négatep. Alors je ne l'ai pas étudié dans le détail, faute de temps, mais je vous en conseille la lecture. Car je rappelle que si l'on doit sortir des énergies fossiles, c'est à consommation égale multiplié par plus de 2 la production d'électricité. Et si on veut sortir du nucléaire en même temps, il faut qu'on multiplie par 8 les autres sources dites renouvelables, qui sont très consommatrices d'espace par rapport, par exemple, à une centrale classique.
Alors, il faudra évidemment stocker pour faire face aux questions d'intermittence, mais de stocker des quantités incroyables d'énergie si tout est mis dans l'éolien et le photovoltaïque. Et donc, à mon sens, pour pouvoir stocker et tenir compte de l'intermittence, il faut multiplier par 35 le nombre d'éoliennes, par exemple. Autant dire qu'il y en a partout, que les riverains soient d'accord ou pas. Et vous savez que la législation française a évolué sous Macron. Maintenant, un projet peut démarrer avant que tous les recours soient expurgés. C'est-à-dire que même si tout le monde est contre un projet d'éolienne, l'opérateur va commencer les travaux. Tant pis pour la démocratie. Alors en plus, et ça RTE relève quand même, économiquement parlant, c'est quasiment impossible dans le laps de temps d'ici 2050 de fabriquer autant de matériel. Qui souffle le vent? Par exemple, oui. Alors bien sûr, il y a les éoliennes marines qui ont un meilleur rendement à terre. Les éoliennes, c'est 20% à peu près de leur puissance réelle, parce qu'il y a des jours où il n'y a pas de vent, et elles ne tournent pas quand il y en a trop aussi de vent, parce que c'est dangereux. Bon. Donc elles produisent que 20% du temps. En mer, c'est mieux. On compte 30-32%. Bon, il paraît. Mais on n'a pas encore une grande expérience. Mais des expériences, il y en a. L'image qui est là, c'est en Belgique. Cette éolienne-là, elle est plantée depuis plusieurs années. Alors, elles ont aussi leurs inconvénients. Outre les terres rares dans leur construction, etc., qui est bien connu, phénomène bien connu maintenant. Il y a une gêne pour les pêcheurs. Et plutôt les pêcheurs traditionnels, parce qu'elles ne sont quand même pas implantées en plein océan par 4000 mètres de fond, parce qu'il faut ramener l'électricité à terre. Donc ça gêne les pêcheurs traditionnels et ça ne gêne pas les pêcheurs industriels. Cherchez l'erreur, là aussi. L'autre problème, c'est qu'on vient de l'évoquer, il faut ramener le courant à terre. Donc des kilomètres et des kilomètres de câbles. Et comme le cuivre devient rare, il paraît qu'on va les faire en aluminium, ces câbles-là. Ça passe aussi dans le temps, les fils électriques étaient en alu, seulement il faut une beaucoup plus grosse section pour passer la même intensité. Et c'est aux frais des consommateurs, parce que comme les investisseurs en éoliennes de mer avaient peur de ne pas pouvoir trouver un retour rapide sur investissement, l'État leur a dit « les câbles, c'est notre affaire ». Donc ça rejoindra la CSPE et que chacun paye sur sa facture. Les éoliennes ont encore un autre défaut. Là, c'est une diapo que j'ai empruntée, mais il y en aura d'autres tout à l'heure à un camarade. Son nom va me revenir. Il faut beaucoup de béton et d'acier. Là, ce tableau est une comparaison. Alors, pour les gens qui sont au fou, je ne sais pas si vous voyez bien, le nucléaire, c'est la colonne rouge à gauche, l'éolien terrestre en violet ensuite, l'éolien marin en bleu, le photovoltaïque de toiture en orange et le photovoltaïque au sol en jaune. Parce qu'on fait du photovoltaïque au sol aussi. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo. Les éoliens, c'est pas fantastique sur la consommation de matériaux. Or, on a dit qu'il fallait aussi économiser les matériaux. Bon, c'est pas bon non plus les éoliennes pour l'enfouissement des pales arrivées en fin de vie. Une éolienne, ça dure guère plus de 25 ans. Après, on la démonte. Parce que celle qui va remplacer, elle n'a pas les mêmes caractéristiques, donc il ne faut pas le même socle en béton, il ne faut pas le même fût, etc. Donc on change complètement. Au moins pour les premiers modèles, en tout cas, il fallait enfouir parce que les pales étaient en matériaux synthétiques et on ne savait pas les recycler. Il paraît que c'est mieux maintenant. Il paraît que je crois qu'on atteint 42%, quelque chose comme ça, de recyclage sur les éoliennes. Il paraît. Bon, ce doit être les éoliens qui le disent. Alors, rappelons que la force du vent peut être utilement captée par des flottes maritimes, comme le projet de cabotage porté par nos amis Pays de Loire nous a été déjà présenté. Mais je rappelle que ça s'appuie sur une création qui date des années 20. On annonce ici et là, en effet,
aujourd'hui des navires utilisant cette technique de turbine à axe vertical. Alors, continuons la revue des autres sources d'énergie. On a évoqué le photovoltaïque, donc voici la carte de la répartition des puissances, je puis dire, en photovoltaïque en France. Il est sûr que le sud est mieux représenté que le nord. Il fait c'est de notoriété un petit peu plus souvent soleil. Et puis, si je ne suis pas contre la production décentralisée, couvrant diverses toitures de bâtiments, et même en Brageon, on voit des parkings de supermarchés couverts de capteurs maintenant, pourquoi pas. Sauf que moi, personnellement, je préférerais que les parkings soient souterrains au lieu d'imperméabiliser des surfaces incroyables. Mais je suis scandalisé par les champs de capteurs mis au sol. Charles-François nous a rappelé tout à l'heure que la photosynthèse, c'était quelque chose d'indispensable. Et tout capteur que l'on met sur le sol, ça limite forcément le phénomène de photosynthèse. Donc c'est contre-productif. Alors, en plus, c'est des EDF par exemple. Non, c'est pas EDF, c'est Engie, Neoen et la Banque des Territoires qui a à Socat dans les Landes un projet ils vont couper 1000 hectares de forêt pour installer des photovoltaïques au sol. Ah, ils vont dire, mais ils seront orientables. Donc, on permettra à la lumière de passer pour mettre de la vigne en dessous, par exemple. Oui, vous imaginez bien qu'en période de mûrissement de raisins, qui des vignerons ou de la production d'électricité photovoltaïque va gagner, hein, je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Bon, c'est scandaleux, ça aussi. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est de la forêt de pin, au moins elle ne brûlera pas, on la coupera. Mais enfin, quand même, le principe. Bon, historiquement, la plus ancienne des énergies renouvelables, c'est l'hydroélectricité. Il faudra difficile de développer beaucoup, puisque la possibilité de grands barrages est impensable maintenant, c'est contesté par les écolos. Cela donne pourtant de belles réalisations, comme le lac de Roseland qu'on voit là. Mais on s'oriente davantage vers des productions au fil de l'eau. Alors là, c'est le barrage de la Rance, donc qui travaille en marée montante comme en marée descendante, mais ce principe peut être installé sur n'importe quelle rivière, à sens unique évidemment. Il n'y a pas de marée, mais le courant passe toujours dans le même sens. Il ne faut négliger aucune installation existante, comme les stations de transfert d'énergie par pompage, comme celle illustrée techniquement ici dans les Alpes, mais je fais vite parce que l'heure avance. Mais il faudrait que EDF reconstruise celle des Vosges, qui est une des premières qui a été faite, entre le lac Blanc et le lac Noir, mais elle a subi des graves avaries, ils l'ont démolie, et ils pensent qu'elle n'est pas rentable pour la reconstruire. Et pourtant, dans le scénario RTE, on augmente quand même le nombre de steps prévus. Alors l'hydrogène dont on parle beaucoup, vous avez sans doute vu des reportages sur le train à hydrogène, présenté ici par Alstom, ou encore des taxis parisiens, qui fonctionne à pile à combustible. Ce qui est formidable avec ce procédé, c'est qu'il ne rejette que de l'eau quand on l'utilise. Est-ce que quelqu'un sait à quelle époque le principe de la pile à combustible a été découvert ? 1839. C'est pas hier, hein. On pourrait se demander pourquoi ça n'a pas été développé plus tôt. Mais bon, on avait découvert le pétrole, alors forcément c'était plus intéressant. D'autant, il faut quand même dire que l'hydrogène naturel, on ne le trouve pas comme ça facilement. Il en existe beaucoup. Hein. Les scientifiques considèrent qu'il est en quantité infinie dans l'univers, mais c'est pas simple d'en récolter. Il existe des sources naturelles, comme celle que vous voyez ici, qui est en Turquie. Le gaz, l'hydrogène s'enflamme dès le contact avec l'air, hein. Donc il n'est pas exploitable ensuite. Mais il y a une société qui a été très habile en faisant des forages pour trouver de l'eau. Le petit village de Bouraké-Bougou, c'est un village malien, a découvert une poche d'hydrogène qui semble très, très fournie. Et depuis, ce petit village fabrique son électricité avec de l'hydrogène naturel. Alors, le gaz est affaibli de plusieurs couleurs selon son mode de fabrication. Alors, du blanc, le naturel, il n'est pas représenté ici. Le gris ou noir,
c'est celui que les industriels faisaient quand ils en avaient besoin à partir de craquage de produits hydrocarbures. Et puis, je précise que les taxis parisiens, ils utilisent de l'hydrogène bleu, qui est le même que le noir en fait. Il est utilisé par craquage d'hydrocarbures, mais il récupère le CO2. Alors aussitôt, ça leur donne une belle image de marque. Et puis, alors après, il y a le jaune et le vert. En fait, c'est les mêmes, c'est-à-dire que c'est fait avec l'électrolyse de l'eau, sauf que pour satisfaire les écolos, on a dit le jaune, c'est celui produit à partir d'électricité nucléaire, et le vert, celui à partir d'électricité renouvelable. Merci. Alors, si on peut avoir des doutes sur l'électricité de l'hydrogène, enfin la production gris ou bleu, les autres n'ont pas que des qualités non plus. Et ce schéma le montre, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut 3 kWh d'électricité pour faire 1 kWh d'hydrogène. Donc on passe vite. Daniel Maillard nous a envoyé à certains d'entre nous un projet de barge. Il est stationné au Havre, mais il a à destination de Paris, doit fonctionner à l'hydrogène, mais bon, avec des capacités pour l'instant limitées des réserves. Parce que il faut le compacter très fort pour avoir des réserves suffisantes, ça consomme aussi de l'énergie. Bon, on passe. Alors en fait, la vraie couverture des besoins ne peut passer sans doute pour encore de nombreuses décennies que par le nucléaire. On avait ici l'image de Flamanville. Mais il faut bien sûr en assurer la sécurité. Là encore, le service public limitant la sous-traitance est un gage de qualité. Régler la question des déchets aussi. Je comprends tout à fait que certains d'entre nous, au MNLE, ne soient pas favorables aux militaires civils. Les quelques catastrophes qui ont eu lieu dans le monde sont impressionnantes et dramatiques. C'est tout à fait naturel, en tout cas, de s'interroger. Mais voici quelques vues empruntées à mon camarade, donc Alain Tournebise, qui est un ingénieur aussi, et qui a fait une présentation commune avec moi il y a quelques mois. Cette première montre que aussi il est fait grand cas dès qu'il y a une catastrophe et des fausses informations qui circulent. On parlait de 61,6 millions de morts depuis 1945. Alors je suppose qu'il compte aussi les morts d'Hiroshima et de Nagasaki et puis les militaires français qui ont travaillé en Afrique, etc. Mais il faudrait que je regarde les chiffres de Nick. Je pense pas que même au Japon il y a eu un tel chiffre. Donc c'est une fake news ça. On peut passer la diapo suivante. Alors ici on peut voir que il y a 1 880 000 morts du fait de l'exploitation du charbon. 30 millions de maladies respiratoires liées également au charbon. Bon, je passe vite, mais vous voyez, il faut se rappeler qu'aucune énergie n'est neutre sur le plan de la sécurité. Alors, bon, là c'est un rappel que notre pays bat tous les records en matière de sécurité nucléaire. Donc on passe vite aussi. Oui, on passe vite aussi. Et bon, ça c'est l'histoire des déchets. Je veux juste rappeler, moi, que même si on stoppait demain toute production électrique nucléaire, il faut quand même s'occuper des déchets existants. Alors, ils sont classés en plusieurs types. Les plus embêtants, c'est ceux qui sont à forte radioactivité et à vie longue. Ça représente, tenez-vous bien, pour l'instant, environ la valeur d'une piscine olympique, comme quantité. Bon, et moi je préfère qu'on stocke quelque part de bien maîtriser cette piscine olympique, plutôt que diffuser n'importe où, n'importe quel résidu de n'importe quelle activité. Alors, on pense que cette quantité doublera d'ici la fin de ce type de production d'électricité, parce que je suis d'accord, c'est pas l'énergie d'avenir, l'électricité nucléaire par fission de l'atome. Déjà, dans un premier temps, si on reprenait le projet Astrid, qui est, je pense, oui, c'est l'image suivante, un neutron rapide, ça s'appelle, je crois, qui permet d'utiliser les stocks d'uranium appauvri que nous avons dans notre pays. On n'a plus, pour plusieurs siècles, de stocks d'uranium appauvri.
Ça ne réduit pas forcément le déchet final, hein, mais au moins ça consomme une partie du déchet existant. Et puis, il faut développer aussi, bien sûr, la recherche sur ITER, qui est le principe de la fusion nucléaire, qui ne produit pas de déchets. Bon, il y a d'autres particularités à régler, les hautes températures auxquelles on atteint, mais en tout cas, dans tous les cas, il faut toujours développer la recherche. Alors, j'ai presque fini, rassurez-vous. Ça, c'est ITER, projet ITER fusion. Donc, la suivante... Ah ben c'est la deuxième. Oui, j'avais prévu une deuxième partie d'échange et on commence sur la partie sociale. Je rappelle que le MNLE a participé au rassemblement de l'UR au printemps sur la défense des services publics, où bien sûr l'énergie a fait l'objet de plusieurs débats. Parce que pour nous, il n'y a pas au MNLE, il n'y a pas d'écologie efficace sans qu'elle soit socialement éprouvée. Le mode de gestion actuel ne nous convient pas. Comme pour l'eau, il paraît indispensable de développer nationalement un grand service public des énergies, de toutes les énergies, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous étions présents donc à l'UR. Pourquoi ne pas réfléchir, comme pour l'eau, à une tarification particulière des énergies, qui soit par exemple avec les premiers kilowattheures gratuits par exemple. Mais moi je pousse une idée, hein, qui n'est pas c'est pas le MNLE qui dit ça, c'est moi tout seul pour l'instant, faire le prix de l'énergie au quotient familial. Hein. Tout le monde a une carte vitale sur soi pour la sécurité sociale, donc il n'est pas impossible d'avoir une carte énergie qui vous permette de bénéficier d'un tarif propre pour quand vous fournissez de l'énergie. Enfin, bon, c'est une idée à débattre. Hein. Pour nous, un service public de l'énergie doit avoir à cœur de fournir à chacun l'énergie dont il a besoin. C'est pour ça qu'on est contre Linky, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est fait pour en fait essayer de moduler les consommations. Je n'ai pas besoin de faire la preuve des raisons sociales de défendre les services publics. Les récentes augmentations de tarifs suffisent à elles-mêmes. La privatisation est vraiment un échec pour la population et un bonheur pour les grandes sociétés qui ont affiché encore cet été des bénéfices records, honteux vis-à-vis d'une population de plus en plus en difficulté. Seul un service public, vous le savez bien, peut assurer la péréquation des dépenses et l'équité devant les citoyens. Un petit détail pratique, là, je ne sais pas si vous regardez bien vos factures d'électricité. L'État empoche la TVA au taux de 20% sur les consommations. Quand le prix de l'électricité augmente, l'État empoche plus de TVA. Alors il y a ce qui est entouré la ligne entière, c'est la CSPE. Vous le savez, quand un investisseur fait une éolienne ou des capteurs, l'État, il vend son électricité bien plus cher que le coût de production pour pouvoir amortir son installation rapidement. Et cette différence par rapport au prix réglementé, eh bien, c'est payé sur les factures par la ligne CSPE, qui n'est pas encore énorme actuellement, mais plus on va développer les éoliennes et les capteurs photovoltaïques, plus cette ligne augmentera sur vos factures. Alors, 2 mots de la rente. Accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. Vous en avez entendu parler sans doute aussi. C'est une disposition qui oblige EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire à ses concurrents à bas prix. Actuellement, je crois que c'est 43 € le mégawattheure. Et même Enercop, que certains d'entre nous aiment bien, parce que c'est censé être une coopérative d'une part, et ils vous promettent de l'énergie verte, eh bien, Enercop a acheté son quota d'énergie nucléaire à EDF, parce qu'ils étaient en difficulté. Le problème, c'est que EDF a des clients aussi qu'il faut satisfaire. Ils ont manqué d'électricité à un moment. Ils ont acheté sur le marché, et ils ont acheté des centaines d'euros le mégawattheure. Ils ont vendu 43 €, ils rachètent des centaines d'euros. Et ça a coûté plusieurs millions d'euros à EDF. Alors, outre cette raison sociale éminemment importante, il y a une raison technique à la nécessité de services publics. On produit tous dans son coin, plus ou moins important. Or, vous savez que l'équilibre entre consommation et production est indispensable, sinon ça disjoncte. Il y a une petite tolérance, 1-2%, c'est pas grave, mais au-delà ça disjoncte. Donc, je sais qu'il y a des progrès technologiques énormes qui permettent
c'est Enedis, hein, oui, de gérer tout cela au mieux. Mais il est sûr que des producteurs, au moment où ont envie de vendre leurs produits, pas forcément au meilleur moment pour nous. Et donc l'équilibre est toujours plus difficile. Si c'est un seul opérateur qui décide de mettre en route un ancien moulin transformé en turbine, etc., c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est plutôt, et c'est beaucoup mieux que de laisser la jungle du marché de décider. Enfin, il y a une raison économique à la nécessité de services publics. J'ai évoqué tout à l'heure l'hydrogène, je prends juste cet exemple-là. Un producteur veut faire de l'hydrogène, mais il n'est pas producteur d'électricité. Donc il va acheter son hydrogène. S'il l'achète 500 ou 600 euros, ça a même atteint 1000 euros le mégawattheure l'année dernière à un moment. Il fabrique son hydrogène et il veut revendre son hydrogène. Il faut qu'il le revende plus de 3000 euros pour pouvoir tirer bénéfice. Il ne trouvera jamais le moindre acheteur à ce prix-là. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut le service public. Enfin, quand on évoque service public, je dis bien que c'est tous les services publics qui doivent être gérés. Alors il faut le gérer pas tout à fait comme il a été géré après la libération. Il y avait un grand pas en avant avec la nationalisation, mais c'était géré d'une manière un petit peu verticale, hein, avec des présidents nommés par le pouvoir, etc. Ils ont fait des très grandes choses, c'est pas à leur reprocher. Mais aujourd'hui, il faut savoir intégrer les citoyens dans la gestion des organismes. Donc pour moi, un conseil d'administration des énergies, du service public des énergies, ça comprend des citoyens, des élus locaux, des élus nationaux et quand même quelques membres du personnel aussi qui a une maîtrise technologique que n'a pas forcément le témoin des mortels. Et ça nécessite bien sûr, là encore, la formation des citoyens. On en revient toujours à la même chose. Donc moi, je me suis inscrit dans l'atelier de Daniel sur les questions d'éducation, parce que c'est extrêmement important. Mais alors, il y a l'éducation, il y a l'école d'abord, ce qu'on raconte à l'école, puis après, il y a les médias. C'est un vrai problème. Voilà, donc, notre connaissance d'énergie, de la façon la plus large possible, même si c'est extrêmement résumé, il faudrait développer chaque point, sans dogme en tout cas. Ça nous permet, je crois, de garder, nous, Ménéleux, la tête haute vis-à-vis d'autres associations et partis se vantant de défendre l'environnement.